c'est le Bénin que nous évoquions tout à l'heure avant la pause. On va rester un moment sur le Bénin. Ambroise Ponjo, vous analysiez la situation même de Patrice Talon dans le contexte actuel de la crise béninoise. Oui, je disais que Patrice Talon, c'est vrai, se voit un peu aujourd'hui puissant, mais au même moment se fragilise par rapport à la situation et au cas Boni et de ceux qui sont tombés dans la démocratie béninoise, qui était le giron, qui était l'exemple à suivre. Ça fait 30 ans en Afrique de l'Ouest, disons en Afrique. Avec les conférences nationales, le Bénin était le modèle. Mais Patrick aura ça sur la tête toute sa vie. Parce que beaucoup de Béninois et d'Ouest africains diront que c'est Patrick qui a chuté la démocratie au Bénin. Donc, par ricochet, ça peut être un cas d'école, un mauvais cas d'école pour d'autres nations ou pour d'autres dictateurs, d'autres dirigeants de suivre le cas Talon. Le schéma que nous allons suivre très bientôt au Bénin, c'est que Patrice Talon a un mandat à faire. Mais il ne fera plus un mandat. Il fera tout pour faire les 2 mandats. Et il y a un risque même qu'il se transforme en dictateur. Pas pour le moment. Déjà dictateur. Oui, j'allais dire despote. Nous avons un despote en Turquie, Laurent. C'est le chemin qu'emprunte aujourd'hui Patrice Talon. Et il est autiste à tout ce qui se tourne autour de lui. Il s'en fout même de cet état de modèle qu'est le Bénin, que beaucoup ont copié. Le Togo, notre pays, n'a pas réussi. Mais là où le Bénin a réussi, personne n'a le droit de détruire la démocratie béninoise qui a été construite dans un consensus général et national. Et par les acteurs politiques et les Béninois eux-mêmes. Donc aujourd'hui, j'estime que Talon parti après ce mandat serait suicidaire pour lui-même. Et le risque, c'est qu'il ne revienne même plus au Bénin. Donc, avec cette actualité qui avance, il y a une forte probabilité que Talon voudra chercher à rester, au pire des cas, devenir despote. D'accord. Chris n'est pas trop d'accord avec votre... Oui, absolument. Vous savez, moi, généralement, je n'aime pas être excessif. Hein. Vous savez, et le Togo... Ah, c'est Talon qui est excessif. Hein. Non, ok, je vais en parler. Vous savez, le Togo aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Togo a échoué. On ne peut pas dire non plus que le Bénin a réussi. Parce que nous l'avons dit ici que le Togo a échoué. Non, écoutez, vous savez, non, c'est-à-dire... Partant de 90 ? Oui, d'accord. La boule. Parce qu'il n'est pas dit qu'il faut 20 ans ou 30 ans pour faire de la démocratie. Je crois que j'ai dit sur ce même plateau que la démocratie est en construction. On ne peut pas dire que parce que le Bénin, à un moment donné, a réussi un certain nombre de choses, qu'il faut dire que la démocratie était enracinée. Parce qu'on a vu pareil, par exemple, au Niger, et le système a été remis en cause parce que quelqu'un arrivé au pouvoir n'a pas su faire la continuation. Je crois que la démocratie est une construction et une construction de longue haleine. C'est comme du lait sur le feu. Ça a été comme ça dans les pays développés qui aujourd'hui on appelle les pays de grande démocratie. Vous parlez par exemple de l'Inde, des États-Unis, de la France, etc. La démocratie est construite sur une longue durée, sur des siècles. C'est parce que nous avons vu faire que tout de suite on veut faire exactement comme ce que les gens ont fait, mais en oubliant qu'ils ont construit cette façon de gérer les affaires pendant des siècles. Je crois que lorsque vous allez vite en besogne, évidemment, vous faites de la caricature. Souvent, dans les pays africains, nous faisons de la caricature parce que nous voulons tout de suite plaquer des formes que nous avons vues émerger ailleurs. Alors que les réalités sociales ne sont pas les mêmes. Lorsqu'en Afrique, on dit par exemple, lorsqu'il y en a mangé pour 2, il y en a mangé pour toi et pour 3. Lorsqu'on dit que l'individu appartient d'abord à sa famille, appartient d'abord à son ethnie, je crois que c'est des formes qui aujourd'hui n'existent plus dans les pays qu'on dit à grand. C'est comme ça. Je voudrais que nous soyons modestes. Je voudrais que nous soyons modestes lorsqu'on parle de la démocratie au Bénin, qu'on soit modeste, qu'on ne dise pas que ça a été, c'est un modèle qu'il faut, parce que ce n'est pas encore une démocratie aboutie.
La démocratie n'est jamais un système de gouvernement abouti, en ce sens que c'est une construction perpétuelle. Et c'est pareil pour le Togo. On ne peut pas opposer la démocratie au Bénin et la démocratie au Togo parce que tel serait le modèle, l'exemple à copier. Non, le Togo n'a pas à copier l'exemple de la démocratie. Nos réalités sont les du tout, parce qu'il faut qu'on construise. Il faut qu'on construise que chaque jour, nous mettions la bataille, nous faisons de la bataille pour implanter cette démocratie. C'est comme un édifice, de 30 étages et qui ne devait pas être érigé par un seul maçon ou un seul architecte. Alors chaque architecte arrivé devait veiller à ce que la pierre qu'il va poser soit conforme à la fondation posée. C'est comme Paul le disait dans les Écritures, les 5 Écritures pour les chrétiens, que nous sommes tous des bâtisseurs, mais il faudrait que tous ceux qui viennent après nous posent réellement leur pierre sur des fondations que nous avons posées. Alors, mais dans le contexte actuel où Yaya Boni vient de quitter, où on s'entend comme s'il était parti en exil, il ne va pas revenir de sitôt, ça veut dire que Talon se retrouve seul maître à bord, parce que je ne vois pas Soglo opposer une résistance farouche à Talon. Pour le moment, vous savez que Soglo a toujours été modéré, ce n'est pas un homme excessif. Yaya Boni avec sa fougue qui forme les points. Oui, qui veut se battre contre les militaires. Un ancien président qui veut se battre. C'est vrai qu'en face, c'était le désarroi total, il ne peut rien. Et vous voyez, quand on en arrive à ce point, c'est vraiment le désenchantement total. C'est vrai qu'en tant qu'un homme d'État, il ne devait pas aller jusqu'à... Mais comment en est-on arrivé là? C'est ça le problème. Maintenant, il se retrouve effectivement comme seul maître à bord, dans l'apparence. Mais est-ce que, du coup, il s'est réconcilié avec le Nord, majoritairement acquis à Yaya Boni? Quand on observait un peu le Bénin il y a quelque temps, on avait pensé que ce clivage n'existait plus, du moins. Oui, du moins, ça n'existait plus, surtout avec le... Kérékou a fait, quoi qu'on dise, en tant que militaire, a fait un travail formidable. À un moment donné, tu ne sauras pas qu'avec Kérékou, que Kérékou était du Nord. Il a réussi à bâtir une nation. Du moins, il a essayé. Il a atteint un niveau donné. Mais maintenant, quand on parle du Nord aussi, il ne faut pas oublier que c'était localisé à Tchaoro et Savè. C'est pas tout le Nord. Paracou, tout ce qu'il y a au Nord n'a pas été touché par ces situations. Mais évidemment, tous ces pays, tous ces coins que tu récites actuellement, ne sont pas des coins qui manifestent leur soutien à Talon. Non. Si les manifestations ne sont pas violentes là-bas, ça ne veut pas dire que c'est des cas acquis, ou du moins à Talon. Non. Et donc, le clivage, le clivage est net. Actuellement, avec le Bénin, le clivage est net maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de recoller ces morceaux-là pour que le Bénin devienne... Oui, en répondant un peu à la question que tu as posée à Dimas, si Talon se retrouve en seul maître à bord du bateau Bénin, je dis, à l'heure actuelle, ça peut transparaître ainsi, mais il n'est pas long aussi de voir les cafards, les geckos dans les habits de Talon. C'est clair que, ou même les lézards, à tout moment, l'un de ces bestioles peut le mettre en difficulté. C'est qui est une métaphore que je voudrais tracer par rapport aux politiques dormants qui peut se réveiller à tout moment. Soglo étant modéré, on le sait. Politique dormant. Tu penses que je vais se réveiller? Il y a ses fils qui sont là, les Gagnou, les Léadi. Donc, Talon n'est pas. Talon n'est pas en paix. Talon ne parle. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est en paix actuellement. Maintenant, revenons sur ce que Chris avait dit sur la comparaison de la démocratie. La démocratie, c'est vrai, ça a existé toujours au temps des Soundiata Keita en Afrique. Il y avait la démocratie et ensuite l'État autocratique qui cheminaient ensemble au temps des Soundiata et autres. Et même au temps de Pharaon, il y avait une certaine démocratie. Pharaon laissait le choix à ceux qui l'entouraient de proposer quelque chose. Et il exécutait ce que
les vizirs et les adeptes d'Osiris de proposer. Des pharaons despotes. Oui, peut-être Ramsès, ça lignée. Mais non, je crois que Il y en a eu beaucoup. la conférence de la Baule a tracé justement. On aurait estimé que la conférence de la Baule, ça a été la pire des choses qui pouvaient arriver à la mais je ne crois pas. Ça peut être une expérience. Ça peut être une expérience pour les Africains. Et certains ont cheminé. On en est là. Il fallait copier quelque chose quelque part. Et le Bénin a essayé, comme il le dit, mais c'est le manque de volonté de certains politiques de certains pays qui ont fait qu'il y a eu un retard dans cette marche-là vers la démocratie. Non, ce que moi je voudrais dire, c'est que les politiciens béninois ne sont pas des modèles de fermeté dans leur conception politique, dans leurs idéaux politiques. C'est des gens qui se baladent à tout vent. Il y a des confrères béninois qui ont écrit sur la transhumance politique au Bénin. Le plus grand transhumant, c'est Candide Azanaï. Oh, il n'est pas le seul. Comme Donald Folobo en Côte d'Ivoire, qui finalement a été évincé. Ils sont nombreux. Donc c'est pour dire que la fermeté de Yahya Boni étonnait tout le monde, étonnait plus d'un, même au Bénin, pour dire que lui, il est toujours ferme jusqu'à ce point. Il a copié ça au Togo. D'accord. C'est là où je suis tenté de dire réellement que Talon est devenu le seul maître à bord. 2 mots sur le Soudan. Le médiateur éthiopien qui tente de mettre fin à la crise politique au niveau du Soudan a proposé la formation d'une instance de transition majoritairement composée de civils. C'est ce qu'ont annoncé samedi des représentants du mouvement de contestation, citant l'ébauche de compromis montré par l'émissaire éthiopien Mahmoud Drir. 2 leaders de protestataires ont indiqué que la création d'une instance constituée de 15 personnes avec 8 civils et 7 militaires était à l'étude. Sur les 8 civils, 7 seraient issus de l'Alliance pour la liberté et le changement, selon le document qui confirme les accords précédents conclus avec l'armée. C'était le schéma qui a fait que tout est parti dans tous les sens. Finalement, on revient à ce schéma-là. Oui, la pression a joué son rôle dans les retrouvailles de ce schéma, parce que c'était pas évident après les 104 morts qu'on avait eu. Même les soutiens des généraux, de ces militaires ont dû faire pression pour pouvoir sortir de cela. Et l'autre pression, c'est la descente au Soudan des défenseurs des droits de l'homme ou de cette commission des Nations Unies des droits de l'homme. Ça fait peur à tout le monde. Ça veut dire que demain, la CPI va atterrir au Soudan. Donc c'est un feu qu'on met quelque part à l'anus des dirigeants militaires pour pouvoir concéder. C'est des tortures. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si je... Aujourd'hui, il est clair que c'est vrai que le mouvement a été complètement cassé. Hein. Oui. Même s'ils prennent les flammes les nuits pour pouvoir veiller avec les phares des véhicules, on coupe souvent l'électricité dans le quartier où ça doit s'organiser. Et cette stratégie-là a manqué à beaucoup d'opposition dans plusieurs pays. Ils ont continué, ils ont foncé, malgré les 100 quelque chose morts. C'était pas évident, dans un pays comme la plus francophone, de continuer dans ce sens-là. Ils ont maintenu le cap. Maintenant, c'est les militaires qui sont obligés de concéder et de céder. Et je crois que la médiation éthiopienne peut marcher. Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres mauvaises nouvelles en Éthiopie qui pouvaient fragiliser, mais il y a... Oui, vite maîtrisé, mais ça peut avoir un coup. Parce que c'est un premier ministre qui est là, on ne parle pas de l'Éthiopie, c'est vrai, mais c'est un monsieur qui veut créer la paix. Et moi, j'ai dit dans ma tête, mais tu crées la paix entre l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, qui va encore vendre les armes à qui? C'est ça le problème. Alors, Dimas, demander que l'instance de transition soit en majorité civile. Si on revient à ce schéma, à quoi servit tous ces morts? Si on pouvait s'entendre sur ça entre soi. La politique, c'est comme ça. Hein. Des fois, on a la solution tout proche, mais on voit des... pour revenir. C'est ça, malheureusement, hein, en politique. Mais pour moi, le tour n'est pas encore joué. Il va falloir attendre la répartition des portefeuilles. Parce que, est-ce que tout est acquis à ce niveau aussi? Est-ce que l'opposition, du moins c'est les civils qui sont au front, peuvent accepter des portefeuilles de faire valoir? Il y a quand même des portefeuilles de souveraineté. S'il faut aller dans le gouvernement et avoir certains portefeuilles qui ne pèsent pas sur les décisions du gouvernement, ça ne sert absolument à rien. Et donc,
il va falloir que les portefeuilles de souveraineté comme la défense, les affaires étrangères, les finances... La défense, c'est de facto pour l'armée. La sécurité également. Oui, la sécurité. Affaires étrangères et économie, on peut concéder ça à la contestation. Ah non, mais vous pensez que les militaires l'avont accepté, c'était les finances? Même la défense, le nerf de la guerre. Même les finances peuvent se retrouver dans la guerre civile. Maintenant, peut-être si le compromis que propose l'Éthiopie est accepté, le plus difficile, ça va être de trouver un chef à la transition. Absolument, je crois que l'Éthiopie va jouer aussi dans ce sens-là. D'abord, il faut considérer que l'Éthiopie a besoin d'avoir de la paix autour de ce pays-là pour que le pays ne soit pas irrigué par des mercenaires, des gens qui sèment dans des eaux troubles, etc. Et je déjà voilà. Oui, maintenant, il faut toujours tendre vers la paix. Et vous savez très bien que celui-là, il a beaucoup fait dans son propre pays pour tendre la main aux opposants d'hier, à ceux qui déchirent ces sociétés-là. Et je crois que c'est ce label-là qu'il est en train d'exporter vers les pays limitrophes qui, justement, sont des pays fournisseurs de l'insécurité. Il a compris que pour que l'Éthiopie soit en sécurité, il faut aussi de la sécurité autour de l'Éthiopie là. Et je crois que il est venu en blanc. J'ai aimé particulièrement l'image d'illustration que vous avez affichée et l'image de fond qui est une image parlante parce que l'Éthiopie qui vient en blanc, c'est le blanc de la paix. Et je crois que les militaires... On va à la pause et on revient après.